Au cours de ce module, on va s'intéresser à son bâtiment comme tel. On va essayer de le connaître davantage. Kathleen Paquette, pour commencer, vous nous proposez de voir une vidéo à cet effet. J'invite fortement les gens à aller voir le module 2 de la formation sur la sécurité incendie qui s'adresse aux employés des résidences privées pour aînés. Ce module-là va vous informer sur le rôle des principaux équipements de protection incendie et aussi sur certains aspects du bâtiment. Entrons dans le vif du sujet, Mme Paquette. Lors d'un incendie, on dit souvent que c'est la fumée qui tue, plus souvent même que les flammes. Est-ce que c'est vrai? Oui, effectivement. Ce qui est important de savoir, c'est que la fumée envahit toujours une pièce par le plafond au début, puis elle s'abaisse tranquillement avec le temps. Donc, plus une pièce est grande aussi, plus le temps pour qu'elle se remplisse et qu'elle descende va être long. Et quand le plafond est très haut, encore une fois, ça va donner une chance aux gens qui sont dans la pièce parce que avant que la fumée soit assez basse pour incommoder la personne, ça va prendre plus de temps. Donc, une grande pièce, un plafond plus haut, les risques sont moins grands, du moins à court terme. Il y a certains appareils qui existent justement pour nous prévenir, nous avertir de présence de fumée, de présence de chaleur, etc. On peut peut-être regarder ça ensemble? Je veux revenir essentiellement sur deux appareils, ouais. L'avertisseur et le détecteur, afin que vous compreniez bien à quoi servent chacun de ces deux équipements-là. L'avertisseur va détecter la fumée. Il va sonner dans la pièce où la fumée ou le feu est présent, mais il ne sonnera pas dans l'ensemble du bâtiment. Alors que le détecteur, lui, va détecter la fumée ou la chaleur, dépendamment du type d'appareil qu'on a dans la pièce, et il va envoyer un signal au panneau d'alarme incendie qui, lui, va faire retentir les cloches dans le bâtiment. Maintenant, les cloches étant présentes davantage dans les corridors ou dans certains autres lieux aussi, ça arrive que dans la chambre, on l'entend moins bien. C'est pour ça que souvent, on va demander qu'il y ait et un avertisseur et un détecteur, surtout dans la chambre des résidents. Maintenant, avec le nouveau code de sécurité incendie, on veut aussi que dès que l'avertisseur démarre, avertit, donc envoie un signal sonore, que la détection se fasse aussi, c'est que l'ensemble du bâtiment soit averti. Avant, on retrouvait quelquefois des avertisseurs seulement dans la chambre. Et donc, ça sonnait dans la chambre, mais pas dans tout le bâtiment. Et une fois que la fumée avait atteint les corridors où étaient les détecteurs ou la chaleur, là, le détecteur partait et avertissait l'ensemble des habitants. Sauf que le délai, le feu était déjà pris suffisamment, avait une bonne intensité et ça nous enlevait du temps de réaction pour évacuer les lieux. Donc, c'est pourquoi le nouveau code de sécurité demande qu'il y ait les deux actions. Donc, qu'on soit averti dans la pièce, mais aussi dans l'ensemble du bâtiment et de façon avec un signal sonore suffisamment fort pour que les gens puissent aussi se réveiller et réagir à l'alarme. Pour un exploitant, c'est important de savoir aussi, de connaître son bâtiment, sa composition, c'est-à-dire si c'est un bâtiment incombustible ou combustible, quelles sont ces différences entre les deux? Un bâtiment qui est combustible va être essentiellement construit avec une ossature de bois. Donc, c'est un bâtiment qui va brûler plus rapidement. Un bâtiment incombustible est construit avec de l'acier et du béton, essentiellement. Donc, c'est des matériaux qui brûlent moins rapidement. C'est sûr que l'acier va se courber avec l'effet de la chaleur après un certain temps, mais il reste que sa combustibilité est moins grande. Donc,
un bâtiment qui est incombustible va nous offrir davantage de temps de réaction pour évacuer que le bâtiment qui est combustible en soi. Est-ce qu'il pourrait y avoir un mélange des deux aussi? Oui, c'est ça. Ça arrive très souvent qu'on va avoir des résidences qui ont une dalle de béton pour le plancher parce que ça procure une meilleure insonorisation entre les différents étages. Par contre, la charpente pourrait être une charpente de bois. Donc, on ne peut pas considérer ce type de bâtiment-là comme un bâtiment qui est incombustible. C'est un bâtiment qui est mixte, mais c'est sûr que la propagation va peut-être se faire moins rapidement d'un étage à l'autre, mais il reste que le bois qui est dans la structure, l'ossature, va quand même l'affaiblir rapidement. Parlons peut-être des instruments de combat de l'incendie, comme le gicleur. Est-ce que dans une résidence, ça peut être un élément important d'avoir des gicleurs? Quand un gicleur se déclenche, il envoie un signal au panneau d'alarme incendie et l'alarme va retentir partout. Mais c'est pas vrai comme on voit dans les films que tous les gicleurs vont partir en même temps. C'est vraiment l'action de la chaleur qui va faire que le gicleur se déclenche et va limiter la propagation de la flamme. Dans un endroit précis. Dans un endroit précis, exactement. Là où il a détecté la chaleur, comme on dit. Okay. Voilà. Donc, quand on va élaborer nos stratégies d'évacuation, si on a des portions de bâtiments qui sont giclées, d'autres non giclées, on va devoir aussi en tenir compte. Une portion qui est giclée va être... on va avoir plus de temps, si on veut, pour l'évacuation que dans un bâtiment qui n'est pas du tout giclé. Maintenant, avec le nouveau règlement, d'ici 2020, toutes les résidences pour personnes âgées devraient être giclées. Donc, on aura sûrement de meilleurs délais d'évacuation en cas d'incendie. Abordons maintenant la question des lieux sécuritaires. L'important, d'une part, c'est de savoir où ils se situent, ces lieux sécuritaires, à l'intérieur de son propre édifice, de son propre building. On va vous donner des trucs pour savoir comment les reconnaître. Maintenant, ce qui est important de savoir et de comprendre, c'est qu'un lieu sécuritaire va vous offrir un laps de temps pour sécuriser les gens avant de les envoyer à l'extérieur, mais on ne doit jamais considérer que ces lieux sécuritaires-là sont sécuritaires à 100 %. Donc, c'est toujours de poursuivre l'évacuation par la suite. Vous permettre de gagner du temps. De gagner du temps, tout à fait. Donc, d'assurer des déplacements sécuritaires aussi de notre clientèle. Le lieu le plus sécuritaire, il faut savoir que c'est définitivement l'extérieur. Plus rapidement la personne est rendue à l'extérieur, le mieux c'est pour sa sécurité. Donc, tout ce qui est balcon, terrasse, coursive, l'important, c'est que ces endroits-là mènent toujours, par contre, au sol et ultimement à une voie de circulation pour pas qu'on soit pris au piège à l'extérieur. D'être à l'extérieur, c'est une chose, mais d'être pris là, c'est une autre chose. Ces lieux sécuritaires-là, extérieurs, idéalement, doivent être construits en matériaux incombustibles. Et aussi, le plus possible, éviter qu'il y ait des fenêtres qui donnent directement sur ces lieux-là. Du moins, c'est d'autant plus vrai quand la structure est combustible. La fenêtre, ce qu'on doit savoir, c'est que la fenêtre va éclater sous l'effet de la chaleur et le feu va licher la paroi du bâtiment pour s'en aller sur le dessous du balcon qui est au plafond du balcon où on est. Et si un escalier descend le long d'une fenêtre, même chose, la fenêtre peut éclater et le feu sortir de cette fenêtre-là. Donc, on n'est pas nécessairement à l'abri lorsqu'on construit le balcon, la coursive et l'escalier de cette façon-là. Donc, idéalement, avoir un recul de 3 pieds de la bâtisse pour installer l'escalier et utiliser des matériaux incombustibles. Toutefois, si l'escalier doit être accolé au bâtiment et qu'il y a présence d'une fenêtre, cette dernière doit être munie d'un verre broché ou d'un volet coupe-feu. Juste une précision, vous parliez de balcon tout à l'heure. Là, vous ne parlez pas des balcons individuels là, sur un étage qui mènent nulle part, par exemple. Voilà, non. Ça, c'est la différence là, importante à noter. Vous parlez de balcons qui vous mènent directement
au sol. Au sol. C'est vraiment important. En dernier recours, advenant le cas où un résident voudrait sortir de sa chambre et qu'il voit qu'il y a trop de fumée ou trop de chaleur et qu'il n'a pas cette possibilité-là, c'est sûr qu'ultimement, il est mieux d'aller sur son balcon. Toutefois, c'est très compliqué pour les services de sécurité incendie d'aller chercher ces gens-là et de les faire descendre au sol. Des fois, ça peut même être vraiment très complexe. Ça demande trop de temps, donc c'est pas très efficace. Donc, le balcon sans issue qui mène au sol, sans escalier qui mène au sol, doit être évité autant que possible. Donc, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est à l'intérieur même d'un bâtiment, lorsque deux lieux sécuritaires sont très éloignés les uns des autres, notre intervention n'est pas très efficace. Le temps que je vais prendre pour prendre une personne et l'amener dans un lieu sécuritaire et revenir près de l'incendie pour chercher l'autre personne, et ainsi de suite, va être long. Et donc, mon intervention va être moins efficace. Donc, c'est là qu'on amène souvent l'idée de compartimenter le bâtiment ou les étages du bâtiment, de telle sorte que ça nous permet, en mettant une séparation coupe-feu, comme par exemple, de ralentir la propagation de la flamme ou de la fumée. Ça nous permet à ce moment-là d'envoyer les gens dans un premier compartiment, fermer la porte, ensuite les amener vers un deuxième compartiment ou lieu sécuritaire. Madame Paquette, peut-être nous donner quelques trucs justement pour être en mesure de reconnaître ces lieux sécuritaires. Donc, le verre broché est un premier indice qu'on est en présence d'une séparation coupe-feu ou du moins d'un lieu sécuritaire. Donc, le verre va être broché pour éviter qu'il éclate et que le feu se propage. Il va éclater tout de même, mais il va rester, il va rester assez étanche pour stopper la fumée et le feu. Les portes aussi qui sont retenues en position ouverte par un électroaimant. Souvent, ça va nous indiquer que justement, cet électroaimant-là étant relié au système d'alarme incendie, lorsqu'un incendie se déclenche, les portes se referment automatiquement afin d'étancher ou de sécuriser justement le lieu en question. Donc, les portes avec électroaimant sont un bon indice de la présence d'un lieu sécuritaire ou d'une séparation coupe-feu. On peut aussi, dans le cas où on a des plafonds suspendus, on peut soulever une tuile de plafond pour voir si notre mur de gypse ou de toute autre composante va monter jusqu'à la dalle du plancher de l'étage qui est au-dessus, afin d'assurer justement d'éviter la propagation des flammes ou de la fumée. Souvent, comme quand on construit un logement, le mur qui entoure le logement comme tel va être un mur avec un degré de résistance au feu. Et donc, aussi, cette séparation-là va être construite du plancher à la dalle du plafond qui est au-dessus. Donc, on peut aussi reconnaître une séparation coupe-feu par la présence d'un mono de couleur rouge, un pare-feu qu'on appelle, qui va sceller les ouvertures lorsqu'on perce une cloison pour passer un conduit de ventilation ou de plomberie ou simplement une couette de fil. Si on veut vraiment empêcher la propagation du feu et de la fumée, on va mettre un scellant pare-feu. Et donc, de voir ce scellant-là nous indique souvent aussi qu'on a une cloison avec une certaine résistance au feu. Quelle est la différence entre une séparation coupe-feu et un mur coupe-feu? Le mur coupe-feu doit être construit avec un matériau incombustible. Donc, la plupart du temps, c'est le béton. Le mur coupe-feu doit aussi être construit en continu de la dalle dans le sol jusqu'à 6 pouces au-dessus de la plus haute toiture qui touche ce mur-là. Donc, on le voit toujours dépasser d'au moins 6 pouces de la plus haute toiture. Et ça, c'est un mur qui est vraiment construit en continu, sans aucune interruption. La porte aussi de ce mur coupe-feu-là et le cadre vont être en acier. Le mur coupe-feu, généralement, il est à l'intérieur, au centre de l'édifice? Lorsqu'on parle d'un mur coupe-feu, c'est vraiment
un mur qui sépare deux portions d'un bâtiment. Et à ce moment-là, justement, on peut les considérer comme deux bâtiments distincts. Alors voilà pour le mur coupe-feu. Parlons maintenant de la séparation coupe-feu. La séparation coupe-feu est constituée d'un assemblage de différents matériaux. Souvent, c'est des feuilles de gypse, carrément, qui vont ralentir la propagation de la fumée et de la flamme, mais non pas l'arrêter. On s'entend, on se donne du temps. L'assemblage de ces composantes verticales et horizontales devrait nous offrir une résistance, un degré de résistance au feu qui va varier entre 45 minutes et 1 heure. Donc, pour conserver l'intégrité coupe-feu de votre mur, c'est super important de ne pas pratiquer d'ouverture dedans. Si vous devez le faire pour passer un conduit ou des fils, peu importe, toujours vous assurer de refermer les ouvertures avec un scellant par feu. Ça, c'est vraiment important. Maintenant qu'on soit en présence de murs coupe-feu ou de séparation coupe-feu, il est important de s'assurer que les portes de ces cloisons-là soient toujours fermées. Oui, effectivement, les portes des séparations des murs coupe-feu doivent toujours être fermées. C'est très important parce qu'elles sont là pour ralentir la propagation de la fumée et de la flamme. Maintenant, lorsqu'elles ne sont pas sur électroaimant, parce que l'électroaimant étant relié au système d'alarme incendie, lorsqu'un incendie se déclare, le système d'alarme va tout de suite faire relâcher l'aimant pour que les portes se referment par elles-mêmes. Mais si ces portes-là ne sont pas retenues par un électroaimant, c'est important de les garder en position fermée. Souvent, des propriétaires vont me dire on les ouvre, mais s'il y avait un feu, on irait tout de suite les fermer. Et tant qu'il y a des gens dans la pièce, c'est pas grave, on va la fermer lorsque l'alarme va se déclencher. Mais très réalistement, je pense que lorsque l'alarme va se déclencher, avec l'énervement, tout ce qui va nous préoccuper, c'est de sortir les gens et non pas de fermer les portes avant de procéder à l'évacuation. Et c'est ce qui doit être fait d'ailleurs. Donc, on ne doit pas avoir à penser à ça. Donc, toujours garder les portes en position fermée. Est-ce qu'il y a des particularités pour, par exemple, les cuisines? Oui. Sachez que les cuisines dans lesquelles on retrouve un appareil de cuisson, ou les salles à manger, lorsqu'elles sont ouvertes sur la cuisine, vont être construites avec une séparation coupe-feu. C'est la même chose pour les buanderies, les salles de lavage, les salles de mécanique ou les salles électriques, parce que c'est là qu'il y a le plus de chances que le feu se déclare. Et donc, les portes de ces locaux-là doivent toujours être en position fermée et munies d'un ferme-porte. Alors, je présume que l'élaboration de ces différentes stratégies d'évacuation-là va varier beaucoup en fonction des éléments qu'on vient de voir. Oui, tout à fait. Par exemple, si j'ai un bâtiment où on retrouve des séparations coupe-feu et non des murs coupe-feu, je vais procéder à l'évacuation d'un étage complet. Ensuite, je vais aller à l'étage d'au-dessus. Ensuite, le dernier étage en descendant. Par contre, si j'ai un mur coupe-feu qui a vraiment une résistance au feu de 2 heures, si mon bâtiment est combustible et qu'il est giclé, il serait préférable que je vide une portion de bâtiment plutôt qu'un étage et ensuite passer à la portion qui est adjacente pour faire l'évacuation complète de cette portion-là aussi, et ainsi de suite. Donc, avec le mur coupe-feu qui offre un degré de résistance au feu de 2 heures, je peux me permettre de modifier mes stratégies pour être plus efficace. Et il reste qu'en cas de besoin, il vaut mieux utiliser les services peut-être d'un spécialiste ou de la sécurité incendie pour nous guider là-dedans. Tout à fait. De la sécurité incendie ou de la construction, donc un architecte qui pourrait effectivement bien établir avec vous les composantes de votre bâtiment pour vous s'assurer que les stratégies que vous allez mettre en place vont être les meilleures et les plus efficaces.